Une chose est sûre, on ne peut pas enlever à Trump le fait qu'il fasse ce qu'il dise. Par exemple, vous vous souvenez de son mur à la frontière mexicaine, hein, ça c'était Trump 2016, c'était à base d'un argument de campagne, il disait « build the wall », ce qui voulait dire construire le mur face à l'immigration. Build that wall! Build that wall! Build that wall! Build that wall! Et maintenant, il a construit ce mur-là, voilà. Il est content, il a dû batailler pas mal en plus parce que ça coûtait 10 milliards et qu'il n'avait pas le budget. Ce genre de truc, Trump les a fait alors que son propre parti n'était pas convaincu. Sauf que là, 4 ans plus tard, Trump revient avec les quasi pleins pouvoirs cette fois et l'allégeance des hommes les plus riches du monde. Et là, on voit bien que le revival de Trump va faire qu'il va dire beaucoup de trucs et que le pire, c'est qu'il va sans doute les faire. Aujourd'hui, dans ce vite fait, on va vous parler des premières semaines au pouvoir de Donald Trump et comment cette politique va transformer les États-Unis. Alors Trump, il était même pas encore à la Maison Blanche, qui commençait déjà à signer des traités. Et même pas qu'il était encore président, qu'il avait fait des sanctions d'annexion contre le Canada, contre le Mexique, contre le Groenland. Ouais, parce que non, c'est le Groenland un jour, puis après c'est sortir des accords du climat de Paris, tout ça là. Après il veut supprimer le droit du sol aux États-Unis, et maintenant il veut installer un dôme de fer partout autour des États-Unis. Clairement, dans cette politique-là et dans cette communication-là, c'est très difficile d'y voir clair. Mais si on se met du point de vue de Trump, on voit que, en fait, il y a deux problématiques. La première, servir les intérêts des plus riches, des industriels dans une situation très compliquée. Et la deuxième, c'est d'avoir la population avec lui. Une population qui est toujours plus pauvre à cause des politiques pro-industrielles. Les industriels, c'est cette petite clique de capitalistes qui possèdent toutes les industries, que ce soit les bagnoles, les médocs ou les technologies. Et eux, leur volonté, c'est de faire toujours plus de pognon, tu vois. Et pour faire du pognon, il faut vendre de la marchandise. Et donc, pour vendre de la marchandise, il faut conquérir des marchés à l'international pour vendre à toujours plus de personnes, pour faire toujours plus de profit. Sauf que dernièrement, ils sont sérieusement emmerdés par les industriels chinois. Parce que le développement de l'industrie chinoise, c'est un truc de fou, et ça remet en cause leur part du marché, que ce soit en Amérique latine ou que ce soit en Asie ou en Europe. Et les secteurs les plus concurrencés par l'industrie chinoise, c'est notamment les voitures électriques et l'intelligence artificielle. Et on a un industriel qui est pile là-dedans, il s'appelle Elon Musk, je sais pas si tu connais. C'est un gars, voilà, il fait des trucs des fois, bon bref. Et du coup, vous connaissez la suite. Musk finance la campagne de Trump, utilise son média comme un bon industriel pour faire gagner Trump à la présidentielle. Et puis, une fois au pouvoir, il s'installe au pouvoir à ses côtés. Là, on a vraiment une fusion entre les hommes politiques, le pouvoir industriel et le pouvoir médiatique. Et ça tombe bien, ça a toujours fonctionné comme ça. En vrai. Après, on a beaucoup tendance à parler d'Elon Musk, mais en fait, t'as tous les autres zigotos, c'est pareil derrière. Et oui, les autres géants de la tech, ils sont aussi avec Trump, parce qu'en fait, t'as beaucoup à gagner avec Trump. Concrètement, le nouveau gouvernement états-unien veut investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Et juste pour le vertige, ça représente plus que le budget de l'État français tout entier. Du coup, le pouvoir états-unien pèse de tout son poids dans la course à l'IA, finance ces mastodontes de la technologie et veut attirer tous les projets de la planète sur son territoire. On a donc un impérialisme états-unien qui rentre dans la guerre économique de l'intelligence artificielle, comme il l'avait fait avant sur les semi-conducteurs, comme il l'avait fait avant sur les voitures électriques et comme il l'avait fait avant sur tous les autres secteurs. C'est là où tu te rends compte que Trump, même dans son style le plus exubérant, reste dans la continuité de la politique états-unienne. Mais il n'y a pas que la guerre économique, t'as aussi la guerre militaire derrière. Sauf que tout ça est une machine à dévorer l'énergie. Et pour nourrir ce monstre de consommation énergétique, il faut défoncer de la ressource. D'où le slogan de Trump, Dry Baby Dry. Donc la conséquence, c'est la reprise intense de la production de gaz et de pétrole aux États-Unis. Dry voulant dire quelque chose comme forêt à mon avis. Je suis pas expert, mais ça doit être ça. C'est pour ça que l'un des premiers actes du nouveau gouvernement états-unien, c'est de déclarer l'état d'urgence énergétique, parce qu'il va falloir de l'énergie pour soutenir les industriels. Mais la grande question, c'est où est-ce que le gouvernement états-unien va trouver ce pognon-là? Pour expliquer ça, il n'y a pas mieux que Coluche. Coluche, il disait, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de pognon, mais qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Ce qui marchait avec l'État français dans les années 80 fonctionne aujourd'hui avec l'État fédéral états-unien. Trump va aller chercher le pognon là où il est, dans la poche des pauvres. Du coup, c'est Elon Musk qui va charger de sabrer dans tous les budgets de l'État fédéral. Il a déjà annoncé enlever au moins 1000 milliards sur les 7000 milliards du gouvernement états-unien. Et évidemment, cette somme colossale va être prise d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, à la population états-unienne. Et là, encore une fois, il faut bien se dire ça, c'est que c'est pas juste des petites annonces comme ça va être des centaines de milliers, voire des millions de vies qui vont être transformées,
qui vont être détruites à cause de ces mesures-là. Et ça va aussi taper dans l'éducation, évidemment. Sauf que le problème, c'est que Trump et Musk, là, ils vont augmenter la pauvreté dans une population qui est déjà très pauvre. Et oui, dans le pays le plus riche du monde, tu as des rues qui sont devenues des campements de sans-abri à ciel ouvert. On peut prendre l'exemple de la santé, hein. Si tu tombes malade, eh ben, tu peux perdre ton job parce que tu n'as pas d'assurance ou quoi que ce soit. Donc en fait, tu peux plus te soigner. Et donc en fait, tu n'as plus de quoi bouffer, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Et ça, et notamment depuis la crise de 2008, les subprimes, les banques qui s'effondrent, l'État qui va à la secours et tout ça, bah, depuis 2008, ces situations-là, c'est quasiment du quotidien pour les États-Unis. Il y a tout le monde là-bas qui connaît des gens qui se sont pété la gueule, des gens qui n'ont pas pu se soigner, qui ont vu leur vie être détruite de cette façon. Aux États-Unis, pour le profit de quelques-uns, tu as des millions qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. D'où le fait aussi, tu sais, Luigi Mangione, le fait qu'il ait assassiné le CEO de je sais pas quelle assurance privée à la con là, et que tu aies une vague de soutien de ce type-là, parce qu'en fait la situation, elle est totalement injouable, totalement invivable pour les États-Unis. Donc avec ces politiques, de toute façon, tu vas avoir une augmentation de la pauvreté aux États-Unis. Et là, Trump, il a une petite solution, hein, ça va être d'essayer de dégager les pauvres. Sauf qu'il peut pas faire ça de façon si explicite, tu vois. Il peut pas juste dire les pauvres qui servent à rien, dégagez, tu vois. Non, il trouvait d'autres solutions. Déjà, il va s'attaquer aux pauvres auxquels il peut plus facilement s'attaquer, c'est-à-dire ceux qui sont étrangers, ceux qui sont immigrés. Et ça va commencer avec toutes celles et ceux qui n'ont pas de papier. Concrètement, l'administration états-unienne vient de négocier un accord pour déporter les étrangers vers le Salvador. Et le président du Salvador, il accepte de faire ce sale boulot parce que son truc, c'est les prisons. Le PPR, il vient d'inaugurer la plus grande prison d'Amérique qui peut contenir 40 000 prisonniers. Par contre, le petit problème, c'est que la justice n'arrive pas à suivre au Salvador. Du coup, sur les 84 000 personnes incarcérées depuis 3 ans, tu as une majorité qui n'ont pas eu de procès. Et ça, c'est vraiment le pays rêvé par Trump pour se débarrasser du grand nombre de pauvres aux États-Unis. Selon l'administration états-unienne, tu as 334 millions d'États-Uniens et donc parmi eux, tu as 11 millions d'étrangers sans papier. Et ce chiffre, ça permet de comprendre la violence que ça va être cette politique contre l'immigration. En fait, cette politique, c'est des déportations, mais aussi des incarcérations, puisque Trump a déjà fait voter par le Parlement une loi de détention automatique pour les personnes immigrées qui sont accusées d'un délit. Donc, tu n'es même pas encore condamné, mais vu que tu es immigré, c'est directement la case prison. Et cette loi-là, elle a été aussi votée par une quarantaine de démocrates. Et c'est une loi que va utiliser Tom Hamman. Hein. Tom Hamman, c'est le gars responsable de déporter un maximum, comme ça, d'immigrés encore et encore. Du coup, lui, vraiment, il a des objectifs de fou chaque jour. Il peut aller choper maintenant dans les écoles, les gamins et tout. Ah, c'est vraiment... il fait ce qu'il veut, le gars, pour déporter les gens. Bon, vous l'avez remarqué, les premiers là qui sont en train de payer le prix de cette politique, ce sont les migrants. Et d'après ces annonces, Trump devrait aller vers des déportations sans précédent qui vont faire une page assez sombre de l'histoire états-unienne, puisqu'il déclare vouloir enfermer 30 000 migrants sur la base de Guantanamo, qui est un camp de torture. Et rappelez-vous ce qui a été fait par l'État israélien dans ces camps de torture en Cisjordanie. Ce genre de choses, c'est possible, quoi. Donc il faudra pas bégayer dessus dans les prochaines semaines. Cette politique migratoire, elle avait déjà été initiée par Biden, mais Trump l'affiche fièrement et de façon bien plus barbare. Et en parallèle, t'as pas mal d'autres coups et d'attaques qui sont portés, comme les femmes et le droit à l'avortement. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu l'écoutes, dans sa rhétorique, Trump, c'est le wokisme qui devient la justification de tout. Genre récemment, t'as eu un crash entre un avion et un hélicoptère, et lui, il affirme que c'est le wokisme. Le journaliste lui demande des preuves, et lui, il dit c'est le wokisme. Trump, il veut aussi justifier la suspension des aides fédérales pour les plus pauvres aux États-Unis. Et sa justification pour ça, c'est de lutter contre le wokisme. Tout a comme justification les minorités et l'explication de classe est évidemment totalement absente. Ce qui fait que tu as un éclatement de la société états-unienne avec tout le monde contre tout le monde et le tout initié et organisé par l'État au sommet. Donc on peut facilement rester dans un état de sidération. Mais on va essayer de conclure avec des éléments qui vont nous permettre de comprendre véritablement ce qui se passe. Déjà, cette politique de division générale dans la violence, c'est ce qui peut arriver de pire à un peuple. Au contraire, pour nous, le plus important, c'est cette unité du peuple. Et cette unité, elle est brisée volontairement aux États-Unis par des choix politiques. Et pour comprendre ces choix, il faut comprendre qui est au pouvoir. Et le capitalisme a beaucoup évolué ces derniers temps. Tu as des nouvelles personnes qui ont accumulé de la nouvelle richesse et qui sont aujourd'hui en train de prendre le pouvoir. Depuis les années 80, la grande domination, elle était exercée par des gens de la Goldman Sachs ou de JP Morgan. Et oui, à l'époque, si tu étais un grand bourgeois, tu étais à la tête de ce genre d'institution et tu poussais les dirigeants au sommet de l'État pour servir les intérêts de ton groupe avec le financement et le lobbying. Mais avec la crise de 2008, ce genre de mastodontes, ils ont clairement commencé à flancher. Et en parallèle, tu as un autre mouvement ascendant. Ce mouvement, c'est l'émergence des très grands capitalistes individuels issus notamment de la Silicon Valley et de la tech. Les géants de la tech ont accumulé de la richesse et Trump a été le basculement qui ont transformé cette richesse et cette influence en pouvoir politique direct. Après, ils ne sont pas les seuls dans le club, tu as toujours les pétroliers, tu as toujours les vendeurs d'armes. Mais à ce point-là, avec ce poids-là,
C'est quand même assez nouveau. C'est une nécessité pour eux, hein, les patrons de la tech, de s'approprier l'État. Parce que de l'autre côté, tu as les industries chinoises qui réalisent des performances de fou dans les rares secteurs porteurs, comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou alors les bagnoles électriques. Donc les Musk, les Zuckerberg, les Altman, s'ils veulent continuer à faire des profits, eh ben, ils ont besoin que l'administration états-unienne pèse de tout son poids pour doper leur industrie face à la concurrence chinoise. On a donc un État tout entier qui est en train d'être refaçonné à l'image des intérêts des géants de la tech. Et vu qu'ils lui ont mis les pleins pouvoirs entre les mains, eh ben Trump il en profite pour mettre en place sa politique en faveur des riches, mais aussi sa politique ultra-violente envers les minorités pour diviser le peuple. Et à voir jusqu'où cette politique va pouvoir être menée, hein, parce que les migrants, c'est bien, tu les envoies dans tes avions, mais en réalité, c'est eux qui bossent aussi dans les usines. Et là, il y a des grands projets de réindustrialisation, que ce soit avec les voitures, les puces et compagnie, que tu vas avoir besoin de main-d'œuvre. Et donc là, tu vas avoir à un moment donné une friction entre les intérêts politiques de Trump et ceux des industriels. Mais la marge entre les deux, c'est quand même assez grand, et surtout, il y a le temps de voir venir, hein, donc il y a beaucoup de saloperies qui vont pouvoir se faire. Bref, l'arrivée de Trump, c'est l'arrivée aussi de nouveaux riches qui vont façonner l'État fédéral à leur manière en imposant leur politique. Et ça transforme totalement la société états-unienne et encore une fois, ça brise des millions de vies. Et toi, tu penses quoi de ces premières semaines de Trump au pouvoir? Tu peux nous mettre ça en commentaire. C'était Nico l'écriture, Kouro au montage.